J'étais internée à l'hôpital. Ma fille est entrée dans ma chambre et a murmuré à l'infirmière « Quand est-ce qu'elle va partir? Je suis fatiguée de m'occuper de cette vieille. J'ai besoin de profiter de ma vie. » L'infirmière est restée silencieuse. Mais moi, j'ai tout entendu. Chaque mot. 3 jours plus tard, ma fille a reçu un appel téléphonique, une lettre et un contrat qui l'ont plongée dans le désespoir. Parce que moi, j'avais décidé de tout changer. Bonjour à tous, je m'appelle Simone, j'ai 68 ans, et je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus décisive de ma vie. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à cette chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien compte énormément et permet à ce travail de continuer. Merci du fond du cœur. Maintenant, laissez-moi vous raconter. Il y a une chose que personne ne vous dit sur le fait d'être malade. Ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la solitude des chambres blanches, ni l'odeur d'antiseptique qui colle aux draps et aux souvenirs. Ce n'est pas non plus l'humiliation silencieuse de dépendre de quelqu'un pour chaque geste simple. Se lever, manger, aller aux toilettes. Non. La chose que personne ne vous dit, c'est que la maladie a une façon brutale de vous montrer qui vous aime vraiment. Et surtout, qui attendait depuis longtemps que vous partiez. Je m'appelle Simone. J'ai 68 ans. Et c'est dans une chambre du 3e étage de l'hôpital Lariboisière, à Paris, par un matin d'octobre froid et sans soleil, que j'ai appris la vérité la plus douloureuse de ma vie. Pas à travers un diagnostic, pas à travers une mauvaise nouvelle glissée entre 2 mots de médecin, mais à travers la voix de ma propre fille, une voix que j'avais portée dans mon ventre. Une voix que j'avais entendue dire « Maman » pour la première fois avec les larmes aux yeux. Une voix que j'aurais reconnue entre mille. Et c'est cette voix-là, précisément cette voix-là, qui m'a brisée, d'une façon que rien d'autre n'aurait pu faire. Ce matin-là, j'étais allongée dans mon lit d'hôpital, les yeux fermés, pas parce que je dormais, parce que je n'avais plus la force de les garder ouverts. 3 semaines d'hospitalisation laissent des traces. Le corps devient une chose étrange, lourde, qui ne vous appartient plus tout à fait. Les bras piquent à cause des perfusions. Les jambes refusent d'obéir. La tête tourne au moindre mouvement brusque. Mais l'esprit, lui, l'esprit reste là. Lucide. Férocement lucide. Presque cruel dans sa clarté. Je l'entendis avant même qu'elle entre dans la chambre. Le claquement de ses talons dans le couloir, ce même bruit que j'avais appris à reconnaître depuis des années, ce bruit qui voulait dire qu'elle était pressée, qu'elle avait autre chose à faire, que cette visite était une obligation et non un désir. Lucille avait toujours eu cette façon de marcher quand elle ne voulait pas être là où elle était. Rapide, sèche, impatiente. Elle s'arrêta devant la porte. Je l'entendis souffler. Un long soupir, le genre qu'on pousse quand on est épuisé d'une situation qui dure trop longtemps. Puis il y eut une voix, celle de Marie, l'infirmière de service, qui lui demanda doucement si elle pouvait l'aider. Ce qui suivit, je ne l'oublierai jamais. « Dites-moi !» La voix de Lucille, basse, presque murmurée, mais pas assez. « Vous ne pouvez pas me donner une idée. Combien de temps encore? Quand est-ce qu'elle va partir, cette vieille? Je suis épuisée. Ça fait des semaines que je viens ici tous les jours. J'ai ma vie, moi. J'ai des projets. Je suis fatiguée de m'occuper d'elle. » Le silence de Marie fut absolu. Je l'imaginais là, dans le couloir, avec son chariot de médicaments, regardant cette femme élégante de 41 ans qui venait de parler de sa mère comme on parle d'un meuble encombrant dont on ne sait pas quoi faire. Moi, dans mon lit, je n'ouvris pas les yeux. Je respirais, lentement, très lentement, comme si chaque inspiration était une décision consciente de rester calme, de ne pas réagir, de ne pas hurler ce que j'avais envie de hurler. Mes doigts, sur le drap blanc, se serrèrent jusqu'à blanchir les articulations. Mais mon visage ne bougea pas un muscle, pas une larme. Rien. Ce que Lucille ne savait pas, c'est que j'avais passé ma vie entière à faire exactement ça, à encaisser, à me taire, à sourire quand j'aurais voulu pleurer, à rester debout quand j'aurais voulu m'effondrer. J'avais appris très tôt que le monde ne respecte pas celles qui s'écroulent. Il respecte celles qui tiennent. Alors, je tins.
Lucille entra dans la chambre quelques secondes plus tard. Elle posa son sac de luxe, un sac que je lui avais offert pour son anniversaire 2 ans auparavant, en me privant d'un voyage que j'aurais voulu faire, sur la chaise près de la fenêtre. Elle s'approcha du lit, me regarda une seconde et dit d'une voix faussement douce « Tu dors, maman ?» Je ne répondis pas. Elle hocha la tête, sortit son téléphone et s'installa dans le fauteuil pour regarder son écran. Elle resta 22 minutes. Je les comptais. Quand elle repartit, elle ne m'embrassa pas. Elle prit juste son sac, dit « à bientôt » à voix haute, sans vraiment s'adresser à moi, et ses talons recommencèrent à claquer dans le couloir, décroissant, de plus en plus loin, jusqu'au silence. Marie entra peu après. Elle vérifia mes constantes, ajusta la perfusion, et je sentis qu'elle me regardait différemment, avec une sorte de douceur embarrassée, comme quelqu'un qui a été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et qui ne sait pas comment s'en excuser. « Vous avez besoin de quelque chose, Madame Simone ?» demanda-t-elle. J'ouvris les yeux pour la première fois depuis des heures. Je la regardais, et je lui dis, avec une voix que je voulais ferme, mais qui trembla un peu malgré moi, « Non, Marie, pas pour l'instant. Mais ce soir, je vous demanderai du papier et un stylo. » Elle fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Elle hocha la tête et sortit. Je restai seule. Le ciel par la fenêtre était d'un gris uniforme, le genre de gris parisien d'octobre qui n'est ni beau ni laid, juste là, pesant sur les toits de zinc comme une couverture trop lourde. Et moi, dans ce lit blanc, avec le bruit du moniteur cardiaque pour seule compagnie, je commençais à penser, vraiment penser, avec cette lucidité froide et tranchante que seule une blessure profonde est capable de provoquer. La lucidité de celles qui n'ont plus rien à perdre parce qu'elles viennent de comprendre qu'elles ont déjà tout perdu. Ma fille attendait ma mort. Ma fille comptait les jours. Et ce soir-là, quelque chose en moi prit une décision. Silencieuse, irréversible. La nuit tomba sur Paris comme elle tombe toujours en octobre, vite, sans prévenir, avec cette brutalité douce des saisons qui n'attendent personne. Par la fenêtre de ma chambre, je voyais les lumières de la ville s'allumer une à une, orange et jaune contre le ciel noir. Et il y avait quelque chose d'étrangement beau dans ce spectacle que je regardais depuis mon lit, immobile, avec des tubes dans le bras et une douleur sourde dans la poitrine qui n'était plus tout à fait physique. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas essayé. J'avais passé les heures qui suivirent le départ de Lucille à réfléchir avec une précision que je ne me connaissais plus depuis des années. Depuis combien de temps est-ce que je me laissais porter par les jours sans vraiment décider de quoi que ce soit? Depuis combien de temps est-ce que j'attendais? Quoi, exactement? Que Lucille change d'elle-même? Que le temps arrange ce que j'avais laissé se déformer pendant des années? J'avais 68 ans. J'étais dans un lit d'hôpital. Et ma fille comptait les jours jusqu'à ma mort. Il n'y avait plus de temps à perdre. Vers 22 heures, quand le couloir se fut calmé et que les bruits de l'hôpital se réduisirent au ronronnement des machines et au pas feutré des infirmières de nuit, j'appuyai sur le bouton d'appel. Marie arriva en moins de 2 minutes, les yeux encore alertes malgré l'heure, son chignon légèrement défait sur le côté gauche. Elle me regarda avec cette attention tranquille qu'elle avait toujours, cette façon d'être présente sans être envahissante, qui me rappelait des femmes que j'avais connues dans ma jeunesse à Lyon. Des femmes simples et solides, qui savaient écouter sans juger. « Madame Simone, vous n'arrivez pas à dormir ?»« Non, dis-je. Et je n'essaie pas. Je marquai une pause. « Marie, vous m'aviez dit que vous me donnerez du papier et un stylo ce soir. J'en ai besoin maintenant. » Elle hésita. Je le vis dans son regard, une légère résistance professionnelle, l'envie de dire qu'il était tard, que je devais me reposer, que tout pouvait attendre demain. Mais elle se souvint, j'en suis sûre, de ce qu'elle avait entendu dans le couloir quelques heures plus tôt. Et cette hésitation mourut avant même d'être prononcée. Elle sortit sans un mot et revint avec un bloc de papier blanc et un stylo à billes noires. Elle les posa sur ma table de chevet, ajusta ma lampe de lecture et me demanda si j'avais besoin d'autre chose. « Non, dis-je. Merci. Vraiment. » Elle me regarda une seconde de trop, ce genre de regard qui contient beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Puis elle sortit et ferma doucement la porte. Je pris le stylo. Ma main tremblait légèrement.
Pas de peur, mais de fatigue et d'émotion contenue. Je posai la pointe sur la première page du bloc, et je commençai à écrire. Je n'écrivis pas une lettre, pas d'abord. J'écrivis une liste. Chaque bien que je possédais, chaque compte, chaque actif de mon entreprise, la maison d'import de tissus fins que j'avais construite depuis rien, depuis une idée et une obstination que personne ne prenait au sérieux au début. L'appartement du 9e, les parts sociales, les contrats en cours, les économies, les assurances-vie, tout ce que Lucille avait toujours considéré comme une certitude, comme un héritage qui lui appartenait déjà de droit, comme si le simple fait d'être né de moi lui conférait un droit automatique sur tout ce que j'avais bâti avec mes mains, ma sueur et mes insomnies pendant 40 ans. Ensuite, je retournai la page. Et là, sur la page blanche, je commençais à écrire ce que j'avais vraiment envie d'écrire. Pas des chiffres, des mots, des décisions, des conditions. J'écrivis pendant 3 heures. Le temps s'était suspendu. Dehors, Paris dormait. Le moniteur cardiaque battait régulièrement à ma droite, métronome indifférent de cette nuit qui changeait tout. Par moments, je m'arrêtais, relisais ce que j'avais écrit, raturais, recommençais. Il y avait des moments où ma gorge se serrait et où je devais poser le stylo quelques secondes, fermer les yeux, respirer. Pas parce que j'avais des regrets, mais parce que ce que j'étais en train de faire était douloureux d'une façon très particulière. La douleur de ceux qui aiment encore en décidant de ne plus accepter. Une mère ne se transforme pas en stratège facilement. Chaque ligne que j'écrivais m'arrachait quelque chose. Mais je continuais, parce que j'avais compris quelque chose cette nuit-là, dans ce lit blanc, avec le stylo noir dans ma main tremblante. J'avais compris que laisser Lucille continuer ainsi n'était pas de l'amour. C'était de la lâcheté. Laisser quelqu'un que vous aimez devenir une personne mauvaise, par confort, par évitement, par peur de la confrontation, c'est peut-être la pire chose qu'un parent puisse faire. J'avais trop protégé, trop donné sans exiger, trop pardonné sans nommer. Et Lucille était devenue ce qu'elle était en partie parce que je l'avais laissée se faire. Cette nuit-là, je décidai de réparer ce que je pouvais encore réparer. Pas pour moi, pour elle. Même si elle ne le comprendrait pas avant longtemps. Je terminais d'écrire vers 1h du matin. Je relus tout. Je signai chaque page avec ma signature complète, celle que j'utilisais pour les contrats d'affaires. Ferme, lisible, sans fioriture. Puis je pliai les feuilles avec soin, les glissai sous mon oreiller et éteignis la lampe. Dans le noir, je regardais le plafond. Je ne pleurais pas. Je n'avais pas envie de pleurer. J'avais cette sensation étrange et presque apaisante de quelqu'un qui vient de ranger quelque chose qui traînait depuis trop longtemps. Un ordre retrouvé, une colonne vertébrale redressée. Le lendemain matin, je demandai à Marie de me donner le téléphone. Elle le posa sur ma table de nuit, sans poser de questions, avec ce tact silencieux que j'avais appris à lui être reconnaissante. Je le regardai quelques minutes avant de composer le premier numéro. J'avais besoin de rassembler mes forces, non pas pour ce que j'allais dire, mais pour la façon dont j'allais le dire. Avec calme, sans trembler, sans laisser percevoir à quel point chaque mot me coûtait. La première communication fut pour Gilles, mon avocat depuis presque 20 ans. Un homme solide, discret, dont la voix portait toujours cette gravité rassurante des personnes habituées à gérer les choses sérieuses. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Simone ?» Il y avait de la surprise dans sa voix. Il ne s'attendait pas à m'entendre, pas depuis l'hôpital, pas à cette heure matinale. « Gilles, dis-je, je dois vous voir aujourd'hui. Il faut réécrire le testament, entièrement. Et j'ai besoin que vous prépariez un type de document particulier, un contrat conditionnel. Je vous expliquerai tout en détail quand vous serez là. » Il y eut un silence bref. « Je serai là cet après-midi, » dit-il simplement. La 2e communication fut pour Marcel. Nous nous connaissions depuis 30 ans. C'était lui qui m'avait aidé à structurer mon entreprise à ses débuts, alors que je n'étais qu'une jeune femme avec une idée et un entêtement que tout le monde prenait pour de la naïveté. Il y avait 7 ans de cela, quand son affaire avait failli s'effondrer du jour au lendemain, c'est moi qui lui avais tendu la main, discrètement, sans contrepartie, parce que c'était la chose à faire. Il ne l'avait jamais oublié. Je le sentis dans sa voix quand il décrocha et entendit le mien. « Simone,
Qu'est-ce qu'il se passe? Je lui expliquai ce que je voulais, que la gestion de l'entreprise soit temporairement transférée à son nom, qu'aucune décision extérieure ne puisse être prise sans mon accord explicite, qu'il ne laisse personne s'approcher des comptes. Il n'hésita pas une seconde. « Considère que c'est fait », dit-il. Et puis, il y eut la troisième communication, celle que je n'avais pas planifiée jusqu'à la nuit dernière, celle qui me coûta le plus, non pas parce qu'elle était difficile, mais parce qu'elle me rappela à quel point Lucille avait réussi, au fil des années, à m'isoler de ceux qui m'aimaient vraiment. Je composais un numéro que je n'avais pas composé depuis 4 ans. La ligne sonna 3 fois. Une voix jeune, légèrement enrouée de sommeil, décrocha. « Allô ?»« Romain » dis-je doucement. « C'est Simone. » Un silence. Puis « Simone ?» Et dans ce mot, dans la façon dont il prononça mon prénom, il y avait quelque chose qui me brisa et me répara en même temps. Je lui demandai de venir. Il me dit qu'il prenait le premier train. Romain arriva à 14h30. Je l'entendis avant de le voir, non pas à cause de ses pas, mais à cause de la façon dont l'atmosphère du couloir changea. Il y avait quelque chose dans sa présence qui prenait de la place sans être bruyant, une chaleur tranquille que j'avais toujours associée à lui depuis qu'il était enfant. Il frappa doucement à la porte, attendit ma réponse et entra. Il avait 34 ans maintenant. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans, mais je le reconnus immédiatement. Les mêmes yeux clairs de sa mère, les mêmes épaules un peu voûtées d'un homme qui passe trop de temps sur des dossiers, les mêmes mains fines qui contrastaient avec le reste de sa silhouette. Il portait un manteau sombre et une écharpe bordeaux qu'il n'avait pas eu le temps d'enlever. Il s'arrêta au milieu de la chambre et me regarda avec une expression que je mis quelques secondes à identifier. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la douleur, vraie, immédiate. « Simone », dit-il, « juste mon prénom, mais avec tout ce que les mots ne savent pas contenir. »« Viens t'asseoir », dis-je. Il prit la chaise près de mon lit, la même sur laquelle Lucille avait posé son sac la veille, sans même regarder si j'étais réveillée. Il s'assit, posa ses mains sur ses genoux et attendit. C'était une qualité rare chez lui, cette capacité à attendre sans remplir le silence de mots inutiles. Je l'avais remarqué quand il était étudiant en droit et venait parfois dîner chez moi, avant que Lucille ne commence à décourager ses visites avec cette habileté silencieuse qu'elle avait pour éloigner tout ce qui ne l'arrangeait pas. Je lui racontais tout, pas en pleurant, pas avec des tremblements dans la voix, avec une précision froide et méthodique qui me surprit moi-même. Les semaines d'hospitalisation, l'isolement progressif des dernières années, les dîners annulés, les voyages auxquels on ne m'invitait jamais, et puis les mots de Lucille dans le couloir, la veille. Ces mots exacts, prononcés à voix basse mais pas assez, que j'avais gardés dans ma mémoire avec la précision cruelle dont seule la douleur est capable. Romain ne m'interrompit pas une seule fois. Il écouta avec les yeux fixés sur moi, les mâchoires légèrement serrées, et je vis à 2 ou 3 reprises quelque chose passer sur son visage. Une colère contenue, maîtrisée, qui ressemblait à celle d'un homme qui apprend quelque chose qu'il avait soupçonné depuis longtemps sans vouloir y croire. Quand je terminai, le silence dura plusieurs secondes. « Elle t'a dit ça », dit-il enfin. Pas comme une question, comme quelqu'un qui répète une chose pour s'assurer qu'il a bien entendu. « Dans le couloir. À l'infirmière. Oui. » Il passa une main sur son visage, se leva, fit 2 pas vers la fenêtre, regarda Paris en bas, puis se retourna. « Simone, je suis désolée, je suis tellement désolée de ne pas avoir été là. » Il y avait quelque chose de sincère dans sa voix qui me fit plus de bien que n'importe quelle parole de réconfort aurait pu en faire. Pas de la compassion de façade, de la honte réelle d'un homme qui reconnaît qu'il a laissé passer trop de temps. « Tu n'as pas à t'excuser, » dis-je. « Lucille est douée pour éloigner les gens. Je le sais mieux que personne. Et moi aussi j'ai laissé faire. » Il se rassit, et alors je lui expliquai pourquoi je l'avais appelé, ce que j'avais écrit cette nuit-là, ce que Gilles préparait, le rôle que je voulais lui confier, non pas comme avocat, mais comme témoin, comme représentant de la famille que Lucille avait peu à peu effacée autour de moi. Il m'écouta de nouveau, et cette fois son expression changea progressivement.
La colère laissa place à quelque chose de plus complexe, une gravité mêlée d'une détermination tranquille. « Je ferai tout ce que tu me demandes », dit-il simplement. Gilles arriva à 16 heures avec sa sacoche en cuir marron et ses lunettes à monture fine qui lui donnaient un air de notaire d'une autre époque. Il salua Romain d'une poignée de main ferme, s'installa dans le fauteuil que Marie avait approché du lit, sortit ses documents et me regarda par-dessus ses lunettes avec cette expression professionnelle qui cachait, je le savais, une inquiétude réelle. « Simone, vous avez l'air déterminée. »« Je le suis. »« Bien. » Il posa ses mains à plat sur ses genoux. « Dites-moi tout. » Je parlais pendant 1 heure. Gilles prit des notes sans jamais m'interrompre, sauf pour préciser un chiffre ou clarifier un détail juridique. Romain restait assis dans le coin, silencieux, présent. Par moments, Gilles levait les yeux de ses notes et me regardait avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer, entre l'admiration et la tristesse. Quand je terminais, il posa son stylo. « C'est faisable, » dit-il. « Tout est juridiquement solide. Mais je dois vous poser une question, Simone. Une seule. » Il marqua une pause. « Êtes-vous certaine ? Parce qu'une fois que ce document existera, les choses ne pourront plus être comme avant. » Je le regardais sans hésiter. « Les choses ne sont plus comme avant depuis longtemps, Gilles. Je veux juste qu'elles deviennent honnêtes. » Il hocha la tête lentement et reprit son stylo. « Chers auditeurs, si cette histoire vous touche, et je crois qu'elle touche beaucoup d'entre vous, prenez juste 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et laisser un like. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Merci du fond du cœur. » On reprend. Je restais 3 jours de plus à l'hôpital après cette réunion. 3 jours pendant lesquels Lucille vint 2 fois. Chaque fois, elle restait moins d'1 demi-heure. Chaque fois, elle consultait son téléphone plusieurs fois pendant sa visite. Chaque fois, elle partait avec ce même « à bientôt » lancé dans l'air comme on jette un papier froissé dans une corbeille. Et chaque fois, je gardais les yeux fermés ou à demi ouverts, je répondais par monosyllabes et je laissais faire. Parce que je savais maintenant que chaque minute de patience me rapprochait de quelque chose. Pas d'une vengeance, d'une vérité. C'est pendant ces 3 jours que je commençais à me souvenir, à vraiment me souvenir. Pas des dernières années, celles que je connaissais par cœur, avec leurs humiliations silencieuses et leurs absences répétées. Mais des années d'avant, du début. Je me souvins d'une nuit de février. Lucille avait 18 mois, une fièvre à 40 degrés qui ne voulait pas tomber. J'avais passé la nuit assise à côté de son lit, une serviette humide dans la main, à lui chanter des comptines en surveillant sa respiration. Seul. Le père était parti depuis plusieurs mois déjà. Il n'y avait personne d'autre. Juste moi, la petite, et la nuit qui n'en finissait pas. Je me souvins de l'hiver où j'avais vendu ma montre, un héritage de ma propre mère, pour payer les frais d'inscription de Lucille dans l'école privée qu'elle voulait absolument fréquenter parce que toutes ses amies y étaient. Je n'avais pas hésité. Je ne lui avais jamais dit. Je me souvins des étés où je restais à Paris pendant que mes collègues partaient en vacances, parce que je ne pouvais pas me permettre à la fois de partir et de payer les activités estivales de Lucille. Elle allait en colonie, elle faisait des stages de danse, elle voyait ses amis, et moi je restais, je travaillais, je mettais de côté. Je me souvins d'un soir, Lucille avait 32 ans, où je lui avais proposé de partir ensemble en voyage. 1 semaine en Italie, juste toutes les 2, comme on n'en avait jamais vraiment fait. Elle avait répondu, sans lever les yeux de son téléphone, « Je te dirai, maman, je dois vérifier mon agenda. » Elle n'avait jamais répondu. Tous ces souvenirs revenaient, lents et précis, comme des eaux qui montent, et je les laissais venir. Pas pour me noyer dedans, pour comprendre, pour tracer la ligne entre ce que j'avais donné et ce qu'on m'avait pris, entre la mère que j'avais été et la femme que j'avais oublié d'être. Le 3e jour, Gilles revint avec les documents finalisés. Je les relus, ligne par ligne, lentement, avec Romain assis à côté de moi. Quand j'arrivai à la clause principale, la condition unique que Lucille devrait remplir pour avoir accès à quoi que ce soit, ma main s'arrêta sur la page. Je la relus 2 fois, 3 fois. Romain me regarda. « Tu veux changer quelque chose ?» Je secouai la tête. « Non. » Je pris le stylo. « Je veux juste m'assurer que c'est exactement ce que je veux dire. » Et c'était le cas.
Je signais. Paris en novembre a cette façon particulière d'être gris sans être triste. Les façades haussmanniennes prennent une couleur de pierre mouillée qui n'est pas sans beauté. Les cafés débordent de gens qui cherchent de la chaleur, et les feuilles mortes s'accumulent sur les trottoirs en petits tas que le vent défait aussitôt. C'est une ville qui continue de vivre même quand vous avez l'impression que le monde s'est arrêté. Et ce matin-là, un mardi ordinaire de novembre, Paris continuait de vivre pendant que la vie de Lucille, dans son appartement du 16e arrondissement, allait basculer d'une façon qu'elle n'avait pas vue venir. Elle se réveilla tard. C'était une habitude qu'elle avait prise depuis des années, depuis que son travail de consultante en communication lui permettait de gérer son temps avec une liberté qu'elle confondait souvent avec du mérite. Elle se leva, fit du café, s'installa sur le canapé en soie grise que j'avais aidé à payer 3 ans auparavant lors de son installation, et commença à faire défiler son téléphone avec ce geste automatique et absent de quelqu'un qui cherche une distraction sans savoir laquelle. Elle avait déjà regardé des hôtels aux Maldives 2 jours plus tôt. Ce matin-là, elle regardait des vols. Elle ne pensa pas à moi. Ou si elle y pensa, ce fut de façon fugace, comme on pense à une chose désagréable qu'on préfère remettre à plus tard. Elle ne pensa pas non plus que quelque chose pouvait changer. Pourquoi l'aurait-elle fait? Pour Lucille, certaines choses étaient des certitudes. Et moi, mon appartement, mon entreprise, mes économies, tout ce que j'avais construit, j'étais une certitude, quelque chose qui serait là, disponible, acquis, quand le moment viendrait. Le téléphone sonna à 10h45. Un numéro qu'elle ne reconnut pas. Elle faillit ne pas répondre. Elle n'aimait pas les numéros inconnus. Ils annonçaient rarement quelque chose d'agréable. Mais quelque chose, un instinct, une hésitation, la fit appuyer sur la touche verte. Mademoiselle Lucille, une voix d'homme, posée, professionnelle. Le genre de voix qui appartient à quelqu'un qui a l'habitude d'annoncer des choses importantes. Ici le cabinet Gilles et Associés. Je vous appelle de la part de Maître Gilles, notaire. Nous avons des documents à vous remettre concernant les affaires de Madame Simone. Seriez-vous disponible pour recevoir un coursier dans le courant de la journée? Lucille se redressa légèrement sur le canapé. Son cerveau fit immédiatement ce qu'il faisait toujours face à ce genre d'informations. Il chercha comment cette nouvelle pouvait la concerner, ce qu'elle pouvait signifier pour elle, ce qu'il y avait à en tirer. « Oui, dit-elle. « Bien sûr, envoyez-le. » Elle raccrocha, resta quelques secondes immobile, le téléphone dans la main. Puis elle se dit que c'était probablement une question d'assurance, ou de procuration médicale, ou de quelque chose d'administratif lié à l'hospitalisation. Ces choses-là arrivaient quand les gens vieillissaient. Elle haussa les épaules intérieurement et retourna à ses vols pour les Maldives. Le coursier arriva à 14h. Lucille signa le reçu sans vraiment regarder ce qu'elle signait, prit l'enveloppe Kraft, referma la porte. L'enveloppe était épaisse, plus épaisse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle la posa sur la table basse, finit son café, puis l'ouvrit avec ce geste désinvolte de quelqu'un qui ne s'attend à rien de particulier. À l'intérieur, il y avait 3 documents séparés par des trombones dorés. Elle prit le premier. C'était une lettre, manuscrite, sur papier blanc, et elle reconnut immédiatement l'écriture. Cette écriture penchée vers la droite, avec les T barrés d'un trait décidé et les majuscules légèrement plus grandes que nécessaire. Mon écriture. Celle qui avait signé ses bulletins scolaires depuis le primaire jusqu'au lycée. Celle qui avait rempli des dizaines de formulaires pour elle au fil des années. Celle qu'elle avait vue sur les chèques que je lui faisais quand elle avait besoin d'argent, ce qui arrivait souvent. Elle commença à lire. Je ne révélerai pas encore ce que cette lettre contenait. Pas entièrement. Ce n'était pas encore le moment. Mais je peux dire que Lucille lut les 3 premiers paragraphes avec une expression neutre, presque distante, celle de quelqu'un qui lit un document administratif. Et puis, il y eut un moment, une phrase quelque part au milieu de la 2e page, où son expression changea, où quelque chose dans son visage se ferma, puis s'ouvrit, puis se ferma de nouveau, comme une porte que le vent fait claquer. Elle posa la lettre, prit le 2e document, le testament. Elle le parcourut rapidement d'abord, les yeux cherchant son prénom dans le texte. Elle le trouva, le relut, puis le relut encore, plus lentement,
comme si la vitesse de lecture pouvait changer ce qu'il y était écrit. Les mots étaient pourtant clairs. Gilles avait veillé à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté, aucune formulation qui laisserait place à une interprétation favorable. L'appartement du 9e arrondissement, l'entreprise, les comptes. Tout ce que Lucille avait toujours considéré comme une évidence avait été soit transféré, soit bloqué, soit orienté vers autre chose, vers des gens qu'elle ne connaissait pas, vers des causes qui ne la concernaient pas. Ses mains commencèrent à trembler. Pas beaucoup, juste un frémissement. Le genre de tremblement qui commence dans les doigts et qui monte lentement le long des bras, quand le cerveau commence à comprendre quelque chose que le corps avait déjà compris une seconde avant. Elle prit le 3e document, le contrat. Elle le lut une fois, puis une deuxième fois, puis elle le posa sur la table, se leva, alla à la fenêtre, regarda le bois de Boulogne en bas, les arbres sans feuilles, les joggeurs, les enfants dans les allées, la vie normale d'une journée normale de novembre à Paris. Et elle essaya de comprendre ce qui venait de se passer. Ce que le contrat disait était simple dans sa formulation et vertigineux dans ses implications. Lucille n'aurait accès à aucune partie de l'héritage de Simone, sa mère, à l'exception d'une unique condition, prendre soin personnellement de sa mère pendant une période d'1 an complet, sans interruption supérieure à 48 heures, sans rémunération d'aucune sorte, avec un suivi hebdomadaire effectué par une équipe juridique et médicale indépendante mandatée par le cabinet Gilles. En cas de manquement à l'une quelconque des clauses du contrat, Lucille perdrait définitivement et irrévocablement tout droit sur la succession, sans recours, sans négociation possible. Elle se retourna, regarda le contrat sur la table, prit son téléphone, composa le numéro du cabinet. La secrétaire lui passa Gilles directement. « Maître », dit-elle, et sa voix avait perdu cette assurance habituelle qui était comme une seconde peau pour elle. « Il doit y avoir une erreur. Ces documents... » « Il n'y a pas d'erreur, mademoiselle Lucille, » dit Gilles avec cette politesse professionnelle qui ne laissait aucune place à la discussion. « Votre mère a pris ses décisions en pleine possession de ses moyens, assistée par moi-même et par un témoin. Tous les documents sont juridiquement valides et ont été établis dans le respect total des lois en vigueur. Mais c'est absurde. 1 an, personnellement, je ne peux pas. C'est la condition, » dit Gilles simplement. Vous avez 15 jours pour donner votre réponse formelle au cabinet. Passé ce délai, le refus sera considéré comme définitif. La ligne fut silencieuse quelques secondes. Puis Gilles ajouta, d'une voix très légèrement plus douce, « Je suis désolée, mademoiselle Lucille. » Elle raccrocha, composa immédiatement mon numéro, tomba sur la messagerie. Rappela. Messagerie encore. Une 3e fois. Messagerie. Elle posa le téléphone. S'assit par terre, le dos contre le canapé en soie grise, le contrat sur la table au-dessus d'elle. Paris derrière la fenêtre, indifférent comme toujours. Et Lucille, pour la première fois depuis très longtemps, depuis peut-être des années, ne sut pas quoi faire. Pas parce qu'elle était face à un obstacle financier, mais parce qu'elle commençait, très lentement, à sentir quelque chose qu'elle avait appris depuis longtemps à ignorer. Quelque chose d'inconfortable, de précis, de difficile à nommer, quelque chose qui ressemblait, de très loin, à de la honte. Elle ne le reconnut pas encore. Pas ce soir-là. Ce soir-là, ce qu'elle ressentit, elle le nomma autrement. Elle le nomma injustice. Elle le nomma manipulation. Elle le nomma colère. Mais sous tout cela, sous les couches de défense et d'orgueil et de certitude confortable qu'elle avait construites sur des années, quelque chose de beaucoup plus fragile avait bougé. Un premier fissure dans un mur que personne, jusqu'à présent, n'avait jamais vraiment eu le courage de toucher. Je rentrais chez moi un vendredi matin, 3 semaines après la nuit, où j'avais demandé du papier et un stylo à Marie. Romain vint me chercher à l'hôpital avec sa voiture, une vieille Peugeot bleue qui sentait le café et les livres de droit, et dans laquelle je me glissais avec la lenteur de quelqu'un qui réapprend à habiter son corps. Marie m'attendait dans le couloir avec mes affaires dans un petit sac. Elle me serra la main avec les 2 siennes, longuement, sans rien dire. Et dans ce geste, il y avait tout ce qu'on ne pouvait pas se dire dans une chambre d'hôpital, entre une infirmière et sa patiente.
La solidarité silencieuse de deux femmes qui avaient partagé quelque chose d'important sans jamais le nommer vraiment. « Prenez soin de vous, Madame Simone, dit-elle enfin. « Et vous de vous, Marie, répondis-je. « Vraiment. » Le trajet fut silencieux. Romain conduisait avec cette attention tranquille qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait, et je regardais Paris défiler par la vitre. Les boulevards larges, les marchés qui se terminaient, les terrasses de café avec leur chauffage extérieur allumé contre le froid de novembre. C'était ma ville depuis 40 ans, et pourtant, ce matin-là, je la regardais comme on regarde quelque chose qu'on a failli perdre, avec une gratitude légèrement douloureuse. « Elle sait que tu rentres aujourd'hui ?» demanda Romain à un moment, sans quitter la route des yeux. « Non, dis-je. » Il hocha la tête et ne dit plus rien. Quand nous arrivâmes devant l'immeuble du 9e arrondissement, Romain voulut monter avec moi. Je refusai doucement, mais fermement. « C'est quelque chose que je dois faire seul, » lui dis-je. Il me regarda un moment, les yeux légèrement plissés, puis il acquiesça. Il porta mon sac jusqu'à l'entrée de l'immeuble, m'embrassa sur le front, un geste spontané et tendre qui me prit par surprise et que je reçus les yeux fermés, et attendit sur le trottoir que je disparaisse à l'intérieur. L'ascenseur était lent. Je le pris quand même, parce que mes jambes n'étaient pas encore prêtes pour les 4 étages. Dans le miroir de la cabine, je me vis telle que j'étais, une femme de 68 ans, avec des cheveux blancs et un visage qui avait gardé quelque chose de décidé malgré la fatigue, malgré les semaines d'hôpital, malgré tout. Je me regardais quelques secondes, pas avec complaisance, avec reconnaissance. J'étais encore là, et j'avais encore des choses à faire. La porte de l'appartement s'ouvrit sur un silence que je ne reconnus pas tout de suite. Puis, je compris pourquoi. Il y avait quelqu'un dans la pénombre de la salle. Une silhouette assise sur le canapé, les jambes serrées, les mains croisées sur quelque chose que je ne distinguais pas encore. Je posai ma bengale contre le mur, enlevai mon manteau lentement, l'accrochai au porte-manteau de l'entrée avec des gestes précis et délibérés, comme si chaque mouvement était une façon de me préparer à ce qui allait suivre. Lucille se leva quand j'entrai dans la salle. Elle était là depuis combien de temps, je ne sais pas, peut-être des heures. Son visage portait les traces de quelqu'un qui n'a pas dormi correctement depuis plusieurs jours, les yeux légèrement gonflés, les traits tirés d'une façon qu'aucun maquillage ne peut tout à fait cacher. Elle tenait dans ses mains, serrées contre elle comme quelqu'un qui tient une bouée, les 3 documents que le coursier lui avait apportés. La lettre, le testament et le contrat. Nous nous regardâmes pendant ce qui me parut être un temps très long. La lumière de novembre entrait de biais par les fenêtres, froide et pâle, et éclairait la pièce avec cette neutralité particulière qui ne favorise personne et n'épargne rien. « Maman !» Sa voix était différente. Je le remarquai immédiatement. Ce n'était pas la voix impatiente et légèrement condescendante que je connaissais depuis des années. Cette voix qui parlait toujours comme si elle avait mieux à faire, comme si la conversation en cours était un obstacle entre elle et quelque chose de plus intéressant. C'était une voix plus petite, plus nue, une voix qui avait perdu ses certitudes et ne savait pas encore par quoi les remplacer. « Assieds-toi, Lucille, » dis-je. Elle obéit. Je m'assis en face d'elle, dans le fauteuil qui était le mien depuis 20 ans, avec l'accoudoir droit légèrement usé, à l'endroit où j'avais l'habitude de poser le coude. Je croisai les mains sur mes genoux, et j'attendis. « Je ne comprends pas, » dit-elle enfin. Sa voix tremblait légèrement. « Ces documents, ce contrat. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça sans me parler ?» Je la regardais sans répondre tout de suite. Je regardais son visage. Ce visage que je connaissais depuis le premier instant de son existence, que j'avais vu passer de la rondeur d'un nourrisson à l'angularité d'une femme adulte, que j'avais vu sourire et pleurer et bouder et rire et mentir et prétendre. Je la regardais avec tout ce que 41 ans d'amour contiennent. Pas la tendresse aveugle des commencements, mais quelque chose de plus dur et de plus vrai. Un amour qui voyait. « Je t'ai entendu, Lucille, dis-je. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Entendu quoi ?» ?»« Dans le couloir de l'hôpital, la semaine dernière. Je marquai une pause, courte, précise. Tu parlais à Marie, l'infirmière. Le silence qui suivit fut d'une nature particulière. Pas un silence vide, un silence plein.
chargé de quelque chose qui montait lentement, comme une eau souterraine qui cherche une issue. Le visage de Lucille changea. La confusion laissa place à autre chose, une reconnaissance d'abord. Puis quelque chose qui ressemblait à de la panique, rapidement maîtrisée, rapidement recouverte d'une tentative de défense. « Maman, j'étais fatiguée ce jour-là. J'avais eu une semaine difficile. Je ne pensais pas vraiment ce que... »« Ne fais pas ça, » dis-je, doucement, mais avec une fermeté qui l'arrêta net. « Ne me dis pas que tu ne le pensais pas. Je t'ai entendu, Lucille, pas juste les mots, le ton, la façon dont tu as dit « cette vieille », comme si j'étais quelqu'un dont tu n'arrivais pas à te débarrasser assez vite. Elle ouvrit la bouche, la referma. « Je ne te dis pas ça pour te faire du mal, » continuai-je. « Je te le dis parce que c'est la première fois depuis très longtemps que nous parlons de quelque chose de vrai. Et je n'ai pas l'intention de gâcher cette occasion en faisant semblant. » Lucille baissa les yeux sur le contrat dans ses mains. Ses doigts en froissèrent légèrement les bords. « Ce contrat, » dit-elle, plus bas. « 1 an, personnellement. Maman, tu réalises ce que tu me demandes ? » « Oui, » dis-je. « Exactement la même chose que ce que la vie m'a demandé pendant 40 ans pour toi. » Le silence qui suivit cette phrase fut différent de tous les précédents. Quelque chose dans l'air de la pièce changea, imperceptiblement, mais réellement. Comme quand une fenêtre s'ouvre quelque part dans une maison fermée depuis longtemps et que l'air commence, très lentement, à circuler de nouveau. Lucille releva les yeux. Et pour la première fois depuis que j'étais entrée dans l'appartement, elle me regarda vraiment. Pas avec la politesse distante qui était devenue sa façon habituelle de me regarder, avec quelque chose de plus douloureux et de plus honnête. « Est-ce que tu crois que je suis capable de le faire ?» demanda-t-elle. Et dans cette question, il y avait quelque chose que je n'avais pas entendu dans sa voix depuis très longtemps. Quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. Je mis plusieurs secondes avant de répondre. « Je ne sais pas, Lucille. Et c'est précisément pourquoi ce contrat existe. Pour que toi, tu le découvres. » Elle me regarda encore un moment. Puis elle baissa de nouveau les yeux sur les documents. Et je vis, dans le mouvement de ses épaules, un affaissement très léger, très bref, quelque chose qui ressemblait à une capitulation. Pas une défaite. Autre chose. Le moment où on arrête de combattre quelque chose qu'on sait, au fond, être juste. « Quand est-ce que ça commence ?» demanda-t-elle enfin. « Dès que tu décides que oui, » répondis-je. Un long silence. Le bruit de la rue en bas, une voiture, des voix, Paris qui continuait. « Oui, » dit Lucille. La voix à peine audible, mais présente. Je hochai la tête lentement. Et quelque chose en moi, quelque chose de vieux et de patient et de terriblement fatigué, commença, très prudemment, à respirer. Le premier mois fut le plus difficile. Pas à cause de la douleur, pas uniquement en tout cas, mais à cause de la friction. Cette friction particulière qui existe entre deux personnes qui ne savent plus comment être ensemble et qui doivent réapprendre à occuper le même espace sans se blesser à chaque mouvement. Lucille arriva le lundi suivant, notre conversation avec 2 valises et une expression sur le visage que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Pas de la résignation pure, quelque chose de plus complexe. L'expression de quelqu'un qui a pris une décision qu'il ne comprend pas encore entièrement, mais qui s'y tient malgré tout, parce que quelque chose dans sa poitrine lui dit qu'il n'a pas le choix. Pas le choix au sens du contrat, le choix au sens de qui on veut être. Elle posa ses valises dans la chambre d'amis, la même chambre qu'elle avait occupée pendant toute son enfance, avec le papier peint à fines rayures bleues que j'avais refusé de changer parce que j'aimais l'idée que cette pièce gardait quelque chose d'elle. Elle regarda autour d'elle avec une expression étrange, comme quelqu'un qui reconnaît un endroit qu'il a visité en rêve. Puis elle ressortit dans le couloir et me demanda, d'une voix trop professionnelle, trop contrôlée, « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse aujourd'hui ?»« Du café, » dis-je simplement, « et assieds-toi avec moi pendant que je le bois. » Elle parut décontenancée par la simplicité de la demande, comme si elle s'était préparée à quelque chose de plus exigeant, de plus punitif, et que l'absence de punition la laissait sans repère. Elle fit le café, maladroitement, je dois l'admettre, parce que Lucille n'avait jamais vraiment appris à cuisiner, ni à tenir un intérieur.
des choses que j'aurais dû lui enseigner et que j'avais toujours faites à sa place, et s'assit en face de moi à la table de la cuisine. Nous bûmes en silence. Un silence inconfortable, tendu, plein de choses non dites qui se cherchaient une sortie sans en trouver. Ce fut comme ça pendant les premières semaines. Des journées structurées par les petits gestes du quotidien, les médicaments du matin, les rendez-vous médicaux 2 fois par semaine, les courses au marché de la rue des Martyrs, la préparation des repas, et ponctuées de silence que ni elle ni moi ne savions encore comment remplir. L'équipe juridique et médicale de Gilles passait chaque semaine, un jeudi, à 17h précises. Une femme médecin et un jeune assistant juridique qui prenait des notes avec discrétion et repartait sans s'attarder. Lucille les regardait arriver et repartir avec une expression difficile à déchiffrer, quelque chose entre la gêne et la détermination. Elle fit des erreurs, beaucoup au début. Elle oubliait mes médicaments du soir 2 fois en 15 jours. Elle brûla le riz la première semaine, puis le poulet la deuxième, et la 3e semaine, elle renversa une casserole de soupe bouillante sur le plan de travail avec un juron que j'entendis depuis le salon. Je ne dis rien. Je la laissais gérer. Je la laissais recommencer. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, en ratant, en recommençant, en comprenant lentement que les gestes simples ne sont jamais vraiment simples quand on ne les a jamais faits. Un soir du début décembre, elle m'apporta mon plateau avec le dîner. Une soupe de légumes qu'elle avait passé 1 heure à préparer, encore un peu trop salée, mais chaude et faite avec application, et elle le posa sur la table basse du salon avec une attention inhabituelle, en vérifiant que tout était bien disposé. Je la regardais faire sans rien dire. Et quand elle se redressa et croisa mon regard, je vis quelque chose passer dans ses yeux. Quelque chose de fugace, de presque invisible, mais que je reconnus parce que je l'avais vu des centaines de fois dans le visage de l'enfant qu'elle avait été. Une envie d'approbation, simple et nue comme celle d'une petite fille qui apporte un dessin à sa mère. « C'est bien, dis-je. Merci, Lucille. » Elle hocha la tête et sortit de la pièce. Mais je la vis s'arrêter 1 seconde dans le couloir, dos à moi, avant de continuer. Et je sus, sans pouvoir l'expliquer, que ce merci avait compté. Les histoires commencèrent à sortir vers la fin décembre. Pas planifiées, pas organisées. Elles arrivèrent naturellement, comme arrivent les choses importantes, dans les interstices, dans les moments de silence un peu moins tendus, dans les soirées où la fatigue faisait tomber les défenses. Ce soir-là, nous étions toutes les 2 dans le salon. Lucille pliait du linge sur la table, une tâche qu'elle avait d'abord abordée avec une maladresse comique et qu'elle maîtrisait maintenant avec une aisance tranquille qui m'avait surprise. Je lisais, ou essayais de lire, mais mon attention dérivait vers la fenêtre où les lumières de décembre à Paris créaient ce halo orangé et doux que j'aimais depuis toujours. « Maman, » dit Lucille sans lever les yeux du linge, « tu m'as dit un jour que tu étais arrivée à Paris très jeune, mais tu ne m'as jamais vraiment raconté comment c'était. » Je posais mon livre, la regardais. Elle continuait à plier, les mains occupées, comme si le fait de poser la question en faisant autre chose la rendait moins risquée, moins exposée. J'avais 22 ans, dis-je. Je venais de Lyon avec une valise et 300 francs. Je n'avais pas d'appartement, pas de travail, juste une adresse, celle d'une cousine éloignée qui avait accepté de me loger quelques semaines par pitié plus que par générosité. Lucille leva les yeux, m'écouta. Le premier emploi que j'ai trouvé, c'était dans une boulangerie du 11e arrondissement. Je commençais à 5 heures du matin. Je rentrais à 14 heures, je dormais 2 heures et j'allais suivre des cours de comptabilité le soir dans une école privée que je payais semaine par semaine parce que je n'avais pas les moyens de payer le mois entier d'avance. « Je ne savais pas que tu avais étudié la comptabilité, » dit Lucille doucement. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, » répondis-je, sans reproche. Juste comme un fait. Elle posa le vêtement qu'elle tenait, s'assit dans le fauteuil en face de moi, et je compris que ce soir, elle voulait vraiment écouter. Pas par obligation, par quelque chose d'autre, de plus fragile et de plus sincère, qui commençait à pousser sous la surface de tout ce qu'elle avait été jusque-là. Je lui parlais de ces années-là, des hivers sans chauffage suffisant dans les petits appartements partagés du 18e,
des patrons qui payaient en retard et des loyers qui ne pouvaient pas attendre. De la façon dont j'avais économisé pendant 3 ans pour ouvrir ma première structure commerciale, pas même une boutique, juste un bureau dans un immeuble gris de la banlieue nord, avec un téléphone fixe et des catalogues de tissus que je commandais en Italie et en Espagne et revendais à des ateliers de couture parisiens. De comment, peu à peu, cette chose minuscule était devenue quelque chose de réel, de solide, de mien. Et puis je lui parlais de son père, de cette rencontre à 26 ans, de cette histoire courte et intense et douloureuse, de ces 2 années où j'avais cru que quelqu'un allait rester, et de ce matin de janvier où je m'étais réveillée et où il n'était plus là. Pas un mot, pas une lettre, juste l'absence. Et toi, 7 mois dans mon ventre déjà, Lucille, qui donnait des coups de pied contre mes côtes, comme pour me rappeler que la vie continuait quand même. Lucille ne dit rien pendant très longtemps, après que j'eus terminé. Elle regardait ses mains dans son giron, ses doigts entrelacés, serrés, comme si elle tenait quelque chose d'invisible. « Tu ne m'as jamais dit que tu étais enceinte quand il est parti, » murmura-t-elle. « Non, dis-je. Pourquoi ?» Je mis un moment à répondre. « Parce que pendant longtemps, je voulais que tu te souviennes de moi comme quelqu'un de fort, pas comme quelqu'un qui avait souffert. » Une pause. C'était une erreur. En te cachant ma fragilité, je t'ai aussi caché ma réalité. Et tu as grandi en croyant que les choses arrivaient facilement, que tout était naturel. À qui ? Lucille leva les yeux, et je vis quelque chose dans son regard que je n'avais pas vu depuis tellement longtemps que je faillis ne pas le reconnaître. Quelque chose d'humide, de réel. Une émotion qu'elle ne cherchait pas à contrôler, pas à ranger, pas à faire disparaître avant qu'on la voie. « Je suis désolée, maman, » dit-elle. La voix brisée sur le dernier mot. Ce n'était pas encore le pardon. Ce n'était pas encore la réconciliation. C'était juste un début. Une première pierre posée sur un sol qui avait longtemps été vide. Mais dans le silence de cet appartement du 9e arrondissement, avec Paris qui brillait derrière les fenêtres et le linge à moitié plié sur la table, ce début me sembla immense. Parce que c'était réel. Et le réel, même imparfait, vaut toujours mieux que le beau semblant. Le printemps arriva tard cette année-là. Février et mars restèrent obstinément froids, avec ces matins parisiens qui sentent encore l'hiver même quand le calendrier dit autre chose. Le givre sur les vitres, le ciel blanc et bas, les arbres du boulevard qui tardaient à bourgeonner comme s'ils aussi avaient besoin de temps avant de recommencer. Mais il y avait dans l'appartement du 9e quelque chose qui avait changé de nature. Quelque chose de discret, de fragile, de réel. Comme ces premières pousses qui percent le sol gelé avant même qu'on s'y attende, et qu'on ne remarque que si on prend la peine de regarder de près. Lucille avait changé. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, mais avec cette lenteur têtue des transformations qui viennent de l'intérieur et non du dehors, celles qui ne peuvent pas être feintes parce qu'elles s'inscrivent dans les gestes, dans les habitudes, dans les petites décisions du quotidien que personne ne remarque, mais qui disent tout sur une personne. Elle se levait maintenant avant moi. Je l'entendais dans la cuisine dès 7 heures. Le bruit du robinet, celui de la cafetière, le claquement doux du placard qu'elle avait appris à fermer doucement après que je lui avais dit, la 3e semaine, que ça me réveillait. Elle préparait le petit déjeuner avec une attention que je n'aurais pas imaginé possible quelques mois plus tôt. Pas seulement le café, du pain frais qu'elle allait chercher à la boulangerie du coin avant même que je sois levée, des fruits qu'elle coupait proprement, parfois un œuf qu'elle faisait cuire à la façon que j'aimais, moelleux, avec une pincée de sel et pas plus, des détails. Mais les détails sont tout quand on y pense. La vie entière est faite de détails. Un matin de mars, je descendis à la cuisine et trouvai, à côté de ma tasse, un petit bouquet de jonquilles dans un verre d'eau. Rien d'autre. Pas de mots. Lucille était déjà dans le couloir, prête à partir faire les courses. Je regardais ces fleurs jaunes dans leur verre, des fleurs ordinaires, pas chères, du genre qu'on vend à l'entrée des marchés parisiens, et quelque chose dans ma poitrine se serra d'une façon que je ne sus pas tout de suite nommer. Ce n'était pas de la joie, exactement. C'était quelque chose de plus complexe. La reconnaissance douloureuse de ce qui aurait pu être depuis longtemps et ne l'avait pas été. « Lucille !» appelai-je. Elle s'arrêta dans le couloir, se retourna.
Merci, dis-je en désignant les fleurs. Elle haussa les épaules, presque gênée, comme quelqu'un qui n'est pas encore habitué à être vu dans ses bons gestes. C'est rien, dit-elle. Le marchand les vendait à l'unité. Et elle sortit avant que je puisse répondre. Mais je vis, juste avant qu'elle tourne le dos, le coin de ses lèvres se relever légèrement. Un sourire retenu, presque involontaire. C'est en avril que les vraies conversations commencèrent. Pas les conversations polies du début, ni les échanges pratiques autour des médicaments et des rendez-vous médicaux. Les conversations profondes, celles qu'on a quand les défenses sont suffisamment basses pour qu'on se risque à dire des choses vraies. Celles qu'on a souvent qu'avec les gens qu'on aime vraiment, quand on a enfin arrêté d'avoir peur de les aimer. C'était un dimanche soir. Nous avions mangé ensemble, un vrai repas que Lucille avait cuisiné sans brûler quoi que ce soit, un gratin dauphinois dont elle était visiblement fière, même si elle ne le dit pas, et nous étions restés à table après, avec nos tasses de tisane. Dans cette lumière douce du soir qui rendait l'appartement plus grand et plus doux qu'il ne l'était vraiment. « Maman, » dit Lucille, les deux mains autour de sa tasse, « je veux te demander quelque chose. Et je veux que tu me répondes honnêtement. Même si c'est dur à entendre pour moi. » Je la regardais. « D'accord ? Est-ce que tu as été heureuse dans ta vie, vraiment heureuse ?» La question me prit par surprise, non pas par sa formulation, mais par sa sincérité. Lucille ne posait pas cette question pour se donner bonne conscience. Elle la posait parce qu'elle voulait savoir, et cette différence était immense. Je réfléchis sérieusement avant de répondre. Il y a eu des périodes de bonheur réel, oui, dis-je. Les premières années de ton enfance, les moments où l'entreprise prenait forme, certains voyages que j'ai faits seul avant que tu aies l'âge de comprendre ce que j'avais sacrifié pour les financer. Je marquais une pause. Mais il y a eu aussi de longues périodes de solitude, des années entières où je me suis sentie transparente. Comme si j'existais principalement pour être utile, et que, le jour où tu n'avais plus besoin de mon aide pour une chose précise, je disparaissais de ton écran. Lucille baissa les yeux. Ses doigts serrèrent la tasse. « Je ne te dis pas ça pour te faire souffrir, » continuai-je. « Je te le dis parce que tu m'as demandé la vérité. Et la vérité, c'est que les 10 dernières années ont été les plus solitaires de ma vie. Pas parce que je n'avais pas de ressources, pas parce que j'étais matériellement dans le besoin, mais parce que ma propre fille avait arrêté de me voir. » Le silence qui suivit fut long. Lucille ne dit rien pendant plusieurs minutes. Elle regardait sa tisane refroidir. Et je la laissais regarder parce que certaines choses ont besoin de temps pour être absorbées. On ne peut pas bousculer une prise de conscience. On peut juste créer les conditions pour qu'elle arrive. « J'ai honte, » dit-elle enfin, très bas, presque un murmure. « Je ne suis pas en train de chercher des excuses. Je veux juste que tu saches que j'ai honte. De la façon dont je t'ai traité, des voyages, des dîners annulés, de... » Sa voix se brisa légèrement. Elle prit une inspiration. « De ce que j'ai dit à l'hôpital. » C'était la première fois qu'elle nommait cela directement. Pas en contournant, pas en minimisant, en le nommant. « Je sais, » dis-je. « Est-ce que tu peux me pardonner ?» demanda-t-elle. Et dans cette question, il y avait quelque chose de terriblement exposé. Une femme de 41 ans qui posait à sa mère la question qu'elle aurait dû poser depuis des années avec la vulnérabilité d'une enfant et la conscience d'un adulte. « Pas encore, » répondis-je honnêtement, « pas parce que je ne veux pas, mais parce que le pardon réel ne se donne pas sur commande. Il arrive quand il arrive, et il arrivera. » Elle hocha la tête lentement, comme si cette réponse, plus honnête qu'un oui facile, lui disait quelque chose d'important sur ce qu'était l'amour vrai. Le mois de mai arriva avec la douceur soudaine des printemps parisiens, les marronniers en fleurs sur les grands boulevards, les terrasses de café qui débordèrent de nouveau, la Seine couleur d'argent sous le soleil de l'après-midi. Et quelque chose dans l'appartement du 9e changea encore une fois, imperceptiblement, mais profondément. Lucille commença à poser des questions sur ma vie d'avant elle, sur mes parents, sur Lyon, sur la façon dont ma propre mère avait vécu, ce qu'elle avait sacrifié, ce qu'elle m'avait transmis sans le dire.
Et je répondis à toutes ces questions avec la patience et la précision de quelqu'un qui comprend que ce n'est pas de la curiosité ordinaire. C'est une tentative de comprendre d'où vient une femme pour comprendre ce qu'on lui a fait. Un après-midi, je lui montrai des photos. Un vieil album en cuir marron que je gardais dans le tiroir du bas de la bibliothèque et que je n'avais pas ouvert depuis des années. Des photos en noir et blanc d'abord, mes parents jeunes, ma mère avec son tablier de cuisine, mon père devant l'usine où il travaillait à Lyon. Puis des photos en couleur, délavées par le temps. Moi, adolescente, moi à 20 ans, moi à Paris au début, avec ce sourire légèrement inquiet de quelqu'un qui ne sait pas encore si elle va réussir, mais qui a décidé d'essayer quand même. Et puis, une photo que Lucille prit entre ses doigts avec une délicatesse inhabituelle. Moi, à 27 ans, debout devant un bureau minuscule dans un immeuble gris, avec un téléphone fixe sur la table et un panneau fait à la main sur la porte. Et dans mes bras, endormi contre ma poitrine, une petite chose de quelques mois enveloppée dans une couverture à rayures roses. « C'est moi ?» demanda Lucille. « C'est toi. C'était le bureau où j'ai lancé l'entreprise. Tu dormais dans un couffin derrière moi pendant que je passais mes appels. » Lucille regarda la photo longuement, très longuement. Ses yeux firent ce mouvement particulier qu'ont les yeux quand on retient quelque chose, un plissement léger, une tension autour des paupières. « Tu avais l'air si jeune, » dit-elle enfin. « J'étais jeune, » répondis-je, et terrifiée, et seule, mais je t'avais, et ça suffisait. Lucille posa la photo sur ses genoux, et cette fois, elle ne retint pas ce qui montait. Les larmes vinrent sans qu'elle cherche à les arrêter. Pas des sanglots, pas un effondrement dramatique, juste ces larmes silencieuses et continues qui arrivent quand quelque chose de longtemps bloqué trouve enfin un passage. Je ne dis rien. Je ne la pris pas dans mes bras tout de suite. Je la laissais pleurer, parce que ces larmes-là étaient nécessaires, parce qu'on ne guérit pas de ce qu'on n'a pas le droit de ressentir. Et puis, quand elles se tarirent, je tendis la main vers elle. Elle la prit, et nous restâmes ainsi, main dans la main, l'album ouvert sur nos genoux, la lumière de mai entrant par les fenêtres, dans un silence qui n'avait plus rien de tendu. Un silence habité. Le silence de deux femmes qui commencent, enfin, à se retrouver. Décembre revint. 1 an s'était écoulé. Paris avait retrouvé ses lumières de fête, les guirlandes sur les Champs-Élysées, les vitrines des grands magasins illuminés, l'odeur de vin chaud et de marron grillé qui flottait dans l'air froid des rues comme une promesse de chaleur. Et dans l'appartement du 9e arrondissement, quelque chose s'était installé que je n'aurais pas su nommer exactement 1 an plus tôt parce que je n'y croyais plus vraiment. Quelque chose de simple et de précieux et de terriblement fragile, comme tout ce qui compte vraiment dans une vie. Romain vint dîner ce soir-là. Marcel aussi, avec sa femme, une femme douce et discrète que j'aimais beaucoup et que je n'avais pas vue depuis trop longtemps. Et Marie, oui, Marie, l'infirmière du Lariboisière, qui avait accepté l'invitation avec une surprise touchante, comme quelqu'un qui n'est pas habitué à être inclus dans les cercles de ceux qu'il soigne. Lucille avait cuisiné, seule, pendant des heures. J'avais entendu la musique basse sortir de la cuisine tout l'après-midi, le bruit des casseroles, les murmures qu'elle s'adressait à elle-même quand quelque chose ne marchait pas comme prévu. J'étais restée dans le salon, mon livre ouvert sur les genoux, sans vraiment lire, juste à écouter, juste à être là. Le dîner fut beau, pas parfait, la viande était un peu trop cuite et le dessert manquait légèrement de sucre, et Lucille le sut avant même que quiconque le dise. Je le vis à la façon dont elle guetta nos expressions la première seconde, mais beau de cette beauté réelle des choses faites avec soin et intention. Romain raconta une histoire qui fit rire tout le monde. Marcel parla d'un voyage qu'il avait fait au Portugal l'été précédent. Marie demanda des nouvelles de mes contrôles médicaux avec cette attention professionnelle et affectueuse qui lui était propre. Et Lucille, assise à ma droite, participait à la conversation avec une aisance que je n'avais pas vue en elle depuis très longtemps, peut-être depuis son enfance, quand elle n'avait pas encore appris à se protéger derrière l'arrogance et l'impatience. Après le dessert, quand les conversations se firent plus douces et plus lentes, Marie me prit la main sous la table. Juste une seconde, et elle me regarda avec ses yeux sérieux que je connaissais bien maintenant. Je hochai la tête légèrement. Elle sourit.
Les invités partirent vers 22 heures. Romain fut le dernier à sortir. Il embrassa Lucille sur les 2 joues, un geste naturel, sans la tension des premiers mois, quand ils se regardaient encore avec la méfiance de 2 personnes qui ne savent pas encore si elles peuvent se faire confiance. « Tu as bien fait », lui dit-il à voix basse en mettant son manteau. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Je sais ». Et il y avait dans ces 2 mots une certitude tranquille que je n'avais jamais entendue dans sa voix auparavant. Quand la porte se referma, le silence revint dans l'appartement. Un silence plein, habité, le genre de silence qu'on ne cherche pas à remplir parce qu'il contient déjà tout ce dont on a besoin. Lucille commença à débarrasser la table. Je voulus l'aider. Elle posa doucement sa main sur mon bras. « Non, dit-elle. Assieds-toi, je m'en occupe. » Je m'assis dans mon fauteuil. Je l'écoutais aller et venir entre la salle à manger et la cuisine, le bruit de l'eau qui coulait, les assiettes qu'elle empilait avec soin. Et je fermais les yeux un moment. Pas parce que j'étais triste, pas parce que j'étais épuisée, mais parce que je voulais garder ce moment exactement comme il était. Le graver quelque part dans ma mémoire avec toute la précision dont je disposais encore. Quand elle eut fini, elle vint s'asseoir en face de moi. Elle posa sur la table basse entre nous une enveloppe que je reconnus immédiatement, le papier ivoire épais du cabinet de Gilles, avec le cachet bordeaux dans le coin supérieur gauche. Elle la posa sans la pousser vers moi, sans rien dire, les mains croisées dans son giron. Et elle attendit. Je regardais l'enveloppe. Puis je la regardais, elle. « Le délai s'est écoulé hier, dit-elle. Gilles m'a envoyé ça ce matin. Il m'a dit que tu savais ce qu'il contenait, que c'était à toi de décider quand tu voulais l'ouvrir. » Je pris l'enveloppe. Je l'ouvris lentement, avec ce même soin que j'apportais à tout depuis que j'avais compris que les gestes lents sont souvent les plus importants. Je sortis le document, le parcourus des yeux, pas rapidement, pas avec l'anxiété de quelqu'un qui cherche une information, mais avec la lenteur de quelqu'un qui vérifie que ce qu'il lit correspond à ce qu'il a décidé dans son cœur bien avant d'avoir le papier entre les mains. Le document certifiait que Lucille avait rempli l'intégralité des conditions du contrat. 365 jours. Présence continue. Suivi hebdomadaire validé par l'équipe médicale et juridique sans aucun manquement constaté. Le contrat conditionnel était donc officiellement clos, et les dispositions testamentaires initiales, celles d'avant la nuit de l'hôpital, celles d'avant tout, étaient rétablies dans leur intégralité. Mais ce n'était pas tout. Il y avait une 2e feuille. Celle-là n'était pas imprimée. Elle était manuscrite. Mon écriture. Celle que j'avais écrite 3 semaines plus tôt, un soir de novembre, pendant que Lucille dormait, et que Paris était silencieux, et que j'avais su, avec la certitude tranquille de ceux qui ont attendu longtemps et qui reconnaissent ce qu'ils attendaient quand cela arrive enfin, que quelque chose avait vraiment changé. Lucille tendit le cou légèrement pour voir si elle pouvait lire. Je levai les yeux vers elle. « Je vais te la lire, dis-je. » Elle hocha la tête, et je lus. À Lucille. Il y a 1 an, j'ai pris une décision dans un lit d'hôpital avec une voix faible et une clarté que la douleur seule peut donner. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de la punition. C'était un acte d'amour, le plus difficile qu'une mère puisse faire, parce qu'il demandait de faire confiance à l'inconnu plutôt qu'à la certitude confortable de l'amour acquis. Tu as tenu, pas parce que le contrat t'y obligeait, parce que tu as choisi de tenir. Et cette différence entre ce qu'on fait parce qu'on y est contraint et ce qu'on choisit de faire malgré la difficulté est la différence entre obéir et grandir. Tu as grandi, Lucille. Et moi, en te regardant grandir, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. Pas toi, je ne t'avais jamais vraiment perdu, mais la certitude que l'amour peut survivre à la vérité, que le pardon n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus courageuse de l'amour. L'appartement du 9e est à toi, non comme héritage futur, comme présent, comme maison, parce que tu y as appris à vivre autrement, et je veux que tu t'en souviennes chaque matin en ouvrant les yeux. Avec tout mon amour, pas l'amour aveugle du début, mais l'amour lucide et choisi de la fin. Ta mère, Simone. Le silence qui suivit fut le plus beau silence que j'ai jamais connu. Lucille ne dit rien pendant très longtemps.
Elle regardait ses mains, ses épaules tremblaient très légèrement, ce tremblement discret de quelqu'un qui contient quelque chose de trop grand pour le corps. Puis elle leva les yeux vers moi. Et je vis dans son regard quelque chose qui n'y était pas un an plus tôt, quelque chose qui ne pouvait pas s'acheter, ne pouvait pas se simuler, ne pouvait pas venir d'autre chose que d'une transformation réelle et profonde, une humilité vraie. Celle de quelqu'un qui a compris ce qu'il avait failli perdre et qui ne l'oubliera plus. « Maman » dit-elle, la voix brisée sur le premier mot, « je ne sais pas comment… »« Tu n'as pas à savoir, » dis-je doucement. « Tu l'as déjà fait. » Elle se leva, fit le tour de la table basse, et elle s'agenouilla devant moi. Ce geste que je n'attendais pas, ce geste d'une humilité totale et sans calcul, qui me prit entièrement par surprise, et prit mes deux mains dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, un peu rugueuses maintenant, de l'année qu'elle venait de passer à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites. Ses mains avaient lavé la vaisselle, épluché des légumes, changé des draps, tenu des sacs de course dans le froid du marché, soutenu mon bras dans les escaliers, les jours où mes jambes refusaient de coopérer. Ses mains avaient appris. Et elle portait les traces de cet apprentissage avec une discrétion qui valait tous les discours. « Je te demande pardon, » dit-elle. Pas comme une formule, comme une prière. Pour les années perdues, pour les dîners annulés, pour les voyages, pour l'argent que j'ai pris comme si c'était dû, pour ne pas t'avoir vu, pour ce que j'ai dit à l'hôpital. Elle s'arrêta, prit une inspiration. Pour t'avoir laissé vieillir seule pendant que j'étais trop occupée à vivre pour m'en apercevoir. Je la regardais longuement, ce visage que je connaissais depuis le premier instant de son existence. Ce visage qui avait changé, pas physiquement, pas vraiment, mais dans ce que les yeux révèlent de l'intérieur. Et je sus, avec la certitude calme de ceux qui ont attendu longtemps, que ce moment était réel. Que ce pardon-là pouvait être donné, pas parce que tout était effacé, mais parce que quelque chose avait été compris. Et la compréhension, parfois, est le seul pardon qui vaille vraiment quelque chose. « Je te pardonne, dis-je. Pas parce que tout est oublié, mais parce que tu es ma fille, et parce que ce que tu as fait cette année, pas le contrat, pas l'argent, mais ce que tu as vraiment fait, ce que tu as choisi d'être, mérite d'être reçu avec le même courage que celui que tu as mis à le faire. » Lucille posa sa tête sur mes genoux, comme elle le faisait quand elle avait 8 ans et qu'elle avait de la peine. Et je posai ma main sur ses cheveux, ces mêmes cheveux sombres que je connaissais depuis toujours, et je les caressai doucement, lentement, avec ce geste qui n'avait pas besoin de mots, parce qu'il contenait tout ce que les mots ne savent pas dire. Nous restâmes ainsi un long moment, dans le silence de l'appartement, avec Paris qui brillait derrière les fenêtres, les lumières de décembre, les toits de zinc, le Sacré-Cœur blanc et immobile au loin sur sa colline. La vie continuait dehors, indifférente et belle. Et là-dedans, dans ce salon que j'habitais depuis 20 ans, 2 femmes tenaient quelque chose de fragile et de précieux entre elles. Non pas comme avant, non pas comme au commencement, mais autrement. Mieux, avec les yeux ouverts. Plus tard, quand Lucille se releva et retourna s'asseoir en face de moi, les yeux rouges mais le visage apaisé d'une façon que je ne lui avais pas vue depuis des années, elle dit une dernière chose, doucement, presque pour elle-même. « Je ne veux plus jamais te laisser seule. Et moi, Simone, 68 ans, debout depuis 40 ans sur une terre que je m'étais construite à la force de mes mains et de mes nuits sans sommeil, je la regardais avec tout l'amour lucide et choisi que j'avais appris à porter. Pas l'amour aveugle du début, mais celui de la fin, celui qui a survécu à la vérité. Et je répondis simplement « Je sais. Et moi non plus. » Dehors, Paris continuait de briller. Et à l'intérieur, pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait plus rien à réparer.